Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Caraïbes. Ce soir, c'est une émission spéciale qui marque les 30 ans de votre émission. Nous sommes à l'aéroport international Aimé Césaire, lieu de passage obligé des équipes de reporters chargées d'enquêter, de fouiller, d'interroger, parfois de se faire jeter, et cela pour vous rapporter des récits parfois graves, parfois cruels, mais aussi de belles histoires à l'image de notre environnement régional. Pour parler des débuts de Caraïbes, avec nous sur ce plateau à l'aéroport international Aimé Césaire, les 3 rédacteurs en chef de l'émission de l'histoire de Caraïbes. Marie-Claude Céleste, rédactrice en chef de 1995 à 2008. Bonsoir. Bonsoir. Sonia Laventure, rédactrice en chef qui a pris la relève jusqu'en 2022. Bonsoir. Et Michel Gendre, l'actuel rédacteur en chef de l'émission. Bonsoir. À tout de suite. Pour débuter ce numéro spécial, je vous propose un flashback. Nous sommes en 1995 à RFO Martinique. Une petite équipe de journalistes lance une émission inédite pour l'époque. Caraïbes d'hier à aujourd'hui, c'est un récit de Michel Gendre. Il y a 30 ans apparaît sur l'antenne ce générique dont la musique entêtante des steel bands plante le décor. Nous sommes un dimanche et le magazine 900 secondes des Caraïbes est porté sur les fonds baptismaux par sa conceptrice, Marie-Claude Céleste, qui entend sortir la Caraïbe de l'invisibilité. Bonjour, c'est de Sainte-Lucie que nous avons choisi de vous faire vivre ces toutes premières 900 secondes de la Caraïbe. Pourquoi Sainte-Lucie? Parce que Sainte-Lucie est une île à la fois proche, d'ailleurs peut-être voyez-vous la Martinique à l'horizon, juste derrière moi, donc à la fois proche et méconnue. Méconnue parce que du haut de nos 1100 km², nous avons l'impression qu'il ne se passe rien dans cette île. En réalité, les choses sont très différentes. Pour cette première émission, Marie-Claude met les projecteurs sur la grogne sociale des planteurs de bananes saint-luciens mécontents d'une loi liberticide, évoque les incidents de pêche entre îles voisines et s'intéresse aux problématiques éducatives. Sainte-Lucie est confrontée à un gros problème en matière d'éducation. L'île dispose d'un nombre insuffisant de classes secondaires. Avec la caméra d'Alain Petit, elle nous entraîne dans le quotidien de cette école de Castries, où la surpopulation des classes pèse sur les conditions d'apprentissage. L'école accueille 800 élèves, c'est beaucoup compte tenu de l'espace disponible. Difficile de se concentrer avec une perspective pareille, surtout quand il s'agit de mathématiques. Mais pas question devant la caméra de donner l'impression de sécher devant une addition. Même si l'exercice est rendu particulièrement difficile par la configuration des lieux, faute de place, ce sont en effet 6 classes qui ont été aménagées dans cette grande salle pour seule séparation, le tableau. Chaque semaine, cette formule de 15 minutes nous amène d'île en île. Merci de nous rejoindre à Antigues, d'où nous avons choisi de vous présenter cette édition de 900 secondes des Caraïbes. L'objectif est de faire découvrir et d'être au plus près du quotidien et des préoccupations des populations. L'émission entend montrer aux téléspectateurs notre environnement caribéen tel qu'il est, loin des clichés a priori et préjugés. Une règle d'or qu'applique Marie-Claude Céleste lors de ses déplacements. En 1996, elle se rend dans le coin le plus escarpé, le plus isolé de la Dominique, dans le dernier bastion caribéen des Amérindiens sur la côte atlantique de l'île, afin de mettre l'accent sur les conditions de vie des Kalinago. Pour la grande masse des Indiens Caraïbes, la préoccupation majeure est celle de la survie matérielle. Le territoire reste confiné aux activités traditionnelles peu rémunératrices. La réserve manque cruellement d'eau, une plaie pour l'agriculture. Bref, beaucoup d'Indiens Caraïbes ont le sentiment que leurs conditions de vie se détériorent. Nous avons beaucoup de problèmes dans la réserve. La drogue, les enfants quittent l'école et tuent. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de travail. Le gouvernement ne donne pas d'emploi dans la réserve. Vous travaillez? Non, je ne travaille pas. Et je suis mère de 6 enfants. Les voilà. C'est de Barbade que nous entamons notre tournée caribéenne cette semaine. Si Marie-Claude essaie de multiplier les tournages en extérieur, l'émission est la plupart du temps enregistrée en studio à Clairières, où les thématiques les plus diverses sont abordées. Rien n'échappe à celle qui va s'imposer avec courage et abnégation comme Madame Caraïbe. Au début, son équipe est réduite à peau de chagrin. Marie-Claude, en femme orchestre, est sur tous les fronts, présentatrice, reporter tout-terrain. Elle fait aussi ce qu'on appelle dans le métier le travail de desk
réécrire des reportages d'actualité envoyés par la CBU, l'Union des radios et télévisions de la Caraïbe basée à Barbade. En 1995, RFO est devenu membre de cette organisation qui rassemble une soixantaine de médias de la zone. C'est l'accès à une banque d'images inédite pour relater des actualités parfois surprenantes. L'affaire fait les grands titres de la presse trinidadienne. Myra Bagwasing devrait recevoir 10 coups de fouet pour avoir, il y a 4 ans, envoyé de l'acide acétique au visage d'un homme avec qui elle avait maille à partir. Ce n'est pas la première fois qu'une telle sentence est prononcée à Trinidad. Des châtiments corporels ont déjà été appliqués contre délinquants et criminels. Mais ce genre de condamnation n'avait jusqu'à présent jamais concerné une femme. Ces actualités que l'on ne voit nulle part ailleurs à cette époque-là alimente les JT, l'émission hebdomadaire 900 secondes des Caraïbes. C'est une petite révolution, longtemps confinée dans notre espace territorial et abreuvée d'informations venues de l'Hexagone. Le magazine bouscule la télévision de papa en ouvrant une fenêtre sur notre proche environnement. Voici Simona, celle par qui le scandale est arrivé. Cette touriste suisse a affirmé devant les caméras de la télévision de Tobago que, bien que séropositive, elle avait eu des relations sexuelles avec une dizaine d'habitants de cette île. « Je les ai prévenus de mon état », a-t-elle déclaré. Pourtant, certains n'ont même pas voulu se protéger. Simona se défend d'être en quête d'aventure. « Ils me tournent autour comme des mouches », a-t-elle affirmé, parlant des hommes de Tobago. Des propos qui, on s'en doute, n'ont pas été du goût des autorités de cette île. En matière audiovisuelle, la coopération caribéenne prend forme. Grâce à cette imposante antenne parabolique installée en 1995 sur le toit des locaux de Clairière, fini les envois de cassettes par la poste. Les téléspectateurs de RFO sont dorénavant informés quasiment en temps réel des actualités envoyées par la CBU. Comme ce reportage de la télévision jamaïcaine sur le phénomène de blanchiment de la peau, commenté par Caroline Popovic. Selon une nouvelle chanson Ragamuffin, toutes les filles appliquent des crèmes parce qu'elles veulent une peau café au lait. « Je veux être brun comme toi », dit cette jeune fille. Certaines Jamaïcaines payent jusqu'à $125 par semaine pour les pilules de blanchissement. D'autres utilisent des crèmes. Elles sont moins coûteuses. Je vais à la pharmacie, je dépense au moins $100. Mais si j'applique les crèmes ce mois et par le mois suivant, mon visage redevient noir, très noir. Cette fille, elle est plus claire que Michael Jackson. Moi, je suis marron et je veux pas être noir. Des crèmes et même des dentifrices sont employés. Les marchands ambulants vendent des produits de blanchissement déjà préparés. À appliquer 2 fois par jour, les résultats sont parfois désastreux. Nos voisins anglophones suivent aussi l'actualité des îles françaises. Grâce au programme en anglais préparé en Martinique et envoyé par satellite, les téléspectateurs de Sainte-Lucie, de la Barbade et d'ailleurs sont informés de ce qui se passe chez nous. La coopération régionale est en marche par le biais de la télévision. Carnival in Martinique officially lasts 3 days. Les gens souhaitent visiter la Martinique car nous en entendons beaucoup parler malgré la barrière de la langue. Et puis il y a le créole en commun. Or, ils ont des difficultés à se rendre à la Martinique à cause du problème de visa. Grâce à notre coopération, ils voient à la télé ce qu'ils ne peuvent voir par eux-mêmes et qu'ils pourraient voir s'ils allaient là-bas. De la musique pour terminer, cette fois c'est Sparrow que je vous propose de revoir en compétition. C'était pendant le carnaval à Trinidad. La musique est une rubrique incontournable de l'émission. Chaque semaine, Marie-Claude clôture son tour d'horizon de l'actualité caribéenne avec un petit air venu d'ailleurs. Mighty Sparrow, le roi du calypso, célébrait dans cette chanson sortie en 1995 le retour de la démocratie en Haïti. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne. Rapidement, l'émission s'installe dans le cœur des téléspectateurs et sur la grille week-end de RFO, ballottée entre le dimanche et le samedi.
Marie-Claude entend nous familiariser avec les leaders politiques de la région. En juin 1995 ont lieu des élections législatives à la Dominique, les premières sans la candidature de celle que l'on surnomme la Dame de Fer de la Caraïbe. Quel regard Eugenia Charles porte-t-elle elle-même sur sa gestion et pourquoi avoir décidé de quitter le devant de la scène politique? C'est la première question que lui ont posé nos envoyés spéciaux Édouard Estrepo et Jacques Delblond. C'était au cours d'une interview exclusive recueillie pour 900 secondes des Caraïbes. J'ai 76 ans. Je fais de la politique depuis 27 ans. Je pense qu'il est temps de laisser le fardeau à quelqu'un d'autre. Madame Eugenia Charles, pendant vos 15 années à la tête du gouvernement dominicain, avez-vous le sentiment d'avoir assez œuvré pour le rapprochement de la Dominique avec ses voisins français, de la Martinique et de la Guadeloupe? Je pense que oui. Souvenez-vous, ce sont des francophones. La France nous a invités à participer à cet ensemble. Ces îles n'avaient pas de relation avec nous. La première chose que nous avons faite en arrivant au pouvoir était d'entamer des discussions avec la France sur les frontières entre nos pays. Cela n'avait jamais été fait par les Britanniques. Bonjour, 900 secondes a choisi comme cadre, comme point de départ de notre périple hebdomadaire à travers la Caraïbe, Porto Rico. Porto Rico, où se déroulaient en début de semaine des élections aux implications déterminantes pour l'avenir du pays. La vie politique de la région est suivie, scrutée attentivement. Les luttes de pouvoir, les enjeux géopolitiques sont analysés et décryptés. L'émission cherche aussi à nous familiariser avec les grands débats qui agitent la Caraïbe, comme celui autour de la peine de mort. En juin 1999, à Trinidad et Tobago, 9 condamnés à mort ont été pendus en 4 jours avec l'approbation de la population. Aux Bahamas, en revanche, les dernières exécutions de condamnés à mort en 1996 ont donné lieu à des manifestations de joie aux abords de la prison. Au fil des ans, le magazine prend de l'ampleur. Les 900 secondes deviennent 26 minutes des Caraïbes. Puis Caraïbes, tout simplement au début des années 2000. Les génériques évoluent. L'émission s'étoffe, les équipes aussi. On n'aime pas la bagarre politique, mais l'un des dernières législatives. Les reporters partent de plus en plus en tournage à l'extérieur. Relatent des événements aux 4 coins de la Caraïbe. Le magazine étend aussi sa diffusion. Bienvenue dans cette édition et un clin d'œil particulier aux téléspectateurs de Guyane, de Guadeloupe et d'Haïti qui nous rejoignent, puisque cette émission est diffusée à partir d'aujourd'hui dans les 2 autres départements et en Haïti sur le câble. Haïti, dont nous parlerons aujourd'hui avec notre invité, Serge Zobéide, qui est présent avec moi sur ce plateau. Serge, bonjour. Vous êtes journaliste donc à RFO Martinique et vous venez d'effectuer avec André Kionkion, autre journaliste de RFO Martinique, un reportage en Haïti. Merci d'être là. Pas de Premier ministre effectif depuis plus de 4 mois, un Sénat incomplet, faute de second tour d'élection non tenu, des politiques qui ne se font pas de cadeaux, des aides internationales ou d'importants crédits bloqués depuis des semaines, des investisseurs plus qu'hésitants. Haïti traverse une passe délicate. La tension politique qui prévaut dans le pays aujourd'hui n'est pas faite pour remonter le moral de la population. Si des envoyés spéciaux sont régulièrement dépêchés à Port-au-Prince, Caraïbes mise aussi sur les correspondances de journalistes haïtiens pour rendre compte de la situation. Enflammé, t'es dressé dans plusieurs rues dans la capitale là. Il y a un élément qui t'a pas montré situation à corser pour journée en janvier à. Dans l'éditorial, Haïti occupe une place particulière. Ce pays de tous les contrastes ne laisse personne indifférent. Haïti attire et repousse, fascine et dérange la communauté caribéenne tout entière. Notre relation avec Haïti est très émotionnelle, parce qu'Haïti était le précurseur de l'émancipation dans la région. On n'oublie jamais qu'Haïti était la première nation noire au monde suite à la déclaration d'indépendance. Pour nous, il ne s'agit pas d'un pays comme les autres. Haïti est spécial. Nous avons les liens historiques. Haïti est au cœur de la psychologie du peuple caribéen. Sans céder à la curiosité malsaine ou au voyeurisme, nous avons pris tous les risques pour vous montrer les poches de désolation et de misère absolue. Nous sommes prêts à aller à Cité Soleil.
Nos caméras ont sillonné les zones les plus abominables, comme le plus grand bidonville de Port-au-Prince, ravagé depuis des années par la violence des gangs. Nous sommes à Cité 19, un des secteurs les plus misérables et les plus chauds de Cité Soleil. Accompagnés et sous la protection de responsables du quartier, nous découvrons l'ampleur des dégâts. Les caméras ne s'aventurent plus guère dans ce secteur. Depuis le mois dernier, l'immense bidonville de Port-au-Prince a renoué avec la violence. Des gangs armés font régner la terreur, ils tuent, pillent et incendient ce qui fait office d'habitation. Les appels au secours de la population sont restés vains. La police ne vient plus dans ce quartier et les gangs agissent en toute impunité. Mais d'Haïti, nous avons aussi montré au cours de ces 30 dernières années toute la richesse humaine, culturelle. Le pays regorge de talents, d'artistes à la créativité et à l'ingéniosité débordante. Dans 4 jours, le pape Jean-Paul II foulera pour la première fois le sol de Cuba pour une visite de 5 jours. Au cours de ce séjour, le souverain pontife donnera une grand-messe sur cette place de la Révolution, José Martí, depuis l'estrade que vous voyez derrière moi. Ce sera l'un des temps forts de sa visite. C'est un tournant dans l'histoire de Cuba. Jean-Paul II est accueilli par Fidel Castro qui, pour l'occasion, troque son habituel treillis pour un costume-cravate. Les catholiques ne sont plus stigmatisés. Marie-Claude relate le climat de détente entre l'Église et l'État. Pour les catholiques cubains, le voyage du pape a ouvert un timide espace de liberté. Aujourd'hui, proclamer sa foi ne suscite pas forcément l'hostilité. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Certains dans cette foule se souviennent de l'époque pas si lointaine où, dans cette même église d'El Carmen à La Havane, les offices religieux étaient perturbés par les manifestations de militants politiques à l'extérieur. Les équipes sont présentes lors de tous les grands rendez-vous. Nelson Mandela à Sainte-Lucie. Couverture spéciale lors du sommet célébrant les 25 ans de la CARICOM, en présence d'un invité d'honneur prestigieux, une icône mondiale. Le pas est lent et difficile quand Nelson Mandela foule pour la première fois le sol de Sainte-Lucie. Le poids des ans pèse sur celui qui a passé 27 ans derrière les barreaux de l'apartheid. À 80 ans, Nelson Mandela distribue de chaleureuses poignées de main devant un public qui visiblement n'en croit pas leurs yeux. I feel good. Oh, I feel good. Moi senti comme bien. Puis moi, monsieur Mandela. C'est quelque chose de très extraordinaire. J'ai pas encore vu Mandela même, mais je veux bien voir Mandela quand il sort. Enfin, c'est de l'histoire, enfin. Support Nelson Mandela. One love, one Caribbean. Nelson Mandela, objet d'une véritable adoration. Dans le square d'Eric Walcott, tous ceux qui ont pu l'approcher, lui serrer la main et entendre sa voix sont sur un petit nuage. Moi, j'ai toujours voulu, oui, et moi content tellement. Moi, oui, et moi secouer la main. Il parlait bas? Oui, il parlait bas. Moi, beau aussi. Et moi, j'étais très content. L'émission a permis de créer des ponts entre îles voisines. Il y a 27 ans, le Premier ministre de Sainte-Lucie avait insisté sur la nécessité de renforcer les relations avec les îles françaises, n'hésitant pas à basculer de l'anglais au créole, afin d'appuyer sur la proximité linguistique et culturelle. J'ai vraiment envie qu'il y ait des liens plus étroits entre nous et la Martinique et la Guadeloupe. Mon Martinique et puis Guadeloupe, c'est fou et puis c'est nous. Là, nous avons histoire, relation, nous connaissons un lot, nous avons joué sous la mer. Nous avons cette lycée qui a Martinique, Martinique qui a cette lycée. Nous avons cher Martinique qui est cette lycée. Ils ont visité tous ces villages-là, ils ont pêché. Et sans relation, nous voulons continuer. Et puis, nous, tous les deux, si nous sommes boissés, il y en a l'autre, là, nous, chaque bagaille, nous savons faire ensemble. Le créole s'est aussi invité naturellement sur le plateau de Caraïbes ce 5 février 2000. Marie-Claude reçoit Rosie Douglas, fraîchement intronisé nouveau Premier ministre de la Dominique. Il a fait le déplacement à Fort-de-France spécialement pour l'enregistrement de l'émission.
Bonjour. Nous allons parler créole parce que moi, je pense que ça est plus facile, nous allons parler plus directement. Plus directement comme ça. Alors, à dans le nouveau gouvernement là, que vous formez ni 2 jours ou 3 jours, alors, ou Premier ministre, mais ou aussi ministre de la Justice, ou ministre de l'Immigration, ou ministre de Sécurité nationale, mais ça a fait un lot bagaille pour un seul monde, non? Non, mais Elizine James, c'est tous ces ministres là aussi, ou ça? Mais vous avez dit, vous parlez, faire ça a été qu'à fait. Non, mais vous voulez l'argent peuple là. C'est la différence là contre nous, moi là pour servir peuple là, et même là pour faire l'argent mettre un poche. Adeptes d'entretien sans concession, certains invités en perdent leur latin. C'est le cas du consul du Venezuela, obligeant Marie-Claude à jongler en direct avec les langues. Parlons justement du président Chavez. C'est un homme qui est charismatique, on le sait, mais c'est aussi un homme qui est accusé d'avoir des tendances dictatoriales. Non, dictatorial pas. Vous savez, la presse internationale, c'est compliqué, la publicité, pero eso no se tapa, la situación está clara. Sí, el presidente Chávez ha dado demostraciones fundamentales. Le président Chavez a donné des preuves vraiment fondamentales. Por ejemplo, la libertad de expresión. Exemple, la liberté d'expression. La existencia de periódicos, emisoras de radio y televisión que son adversas al gobierno. Des émissions de radio et des journaux qui sont contre le gouvernement. No hay persecución de ningún tipo contra nadie. Pas de persécution, il y a de persécution de quelque type que ce soit. D'Hugo Chavez à Basile Pandé, de John Compton à Lester Bird, Jean-Bertrand Aristide ou Perry Christie, l'émission a permis de mettre des visages sur des noms, permis au public de se familiariser avec les hommes politiques de la région. Il faut faire beaucoup pour être élu Premier ministre, mais ce n'est pas seulement le fait d'être couronné roi de Junkanoo, l'équivalent de roi de carnaval, qui a permis à Perry Christie de devenir chef du gouvernement. Certains leaders sont sous les projecteurs de l'émission depuis non. C'est le cas de Ralph Gonsalves, toujours aux commandes, élu et réélu sans discontinuer depuis 2001, à la tête de Saint-Vincent et des Grenadines. Connu dans la région pour ses tendances d'extrême gauche, l'électorat de Saint-Vincent se méfiait de sa réputation de marxiste attiré par le régime communiste, particulièrement pendant la guerre froide. Ses idées ont été peut-être mal interprétées. Ralph Gonsalves lui maintient qu'il a simplement soutenu la cause des opprimés. J'ai défendu les ouvriers et la nation caribéenne et j'ai cherché constamment l'évolution de la civilisation caribéenne dans chaque pays de la région. Et je n'ai jamais renoncé à mes idées ni à mes principes qui me passionnent et j'ai toujours poursuivi ces objectifs. À la Dominique, le Premier ministre Roosevelt Skerrit jouit aussi d'une longévité exceptionnelle. Il a raflé 5 élections d'affilée depuis son apparition en 2004. Il a succédé à Pierre Charles, décédé en fonction, et est devenu à 31 ans le plus jeune Premier ministre de la planète. Je suis jeune, c'est vrai, mais je comprends très bien ce qu'il faut faire dans l'intérêt de la Dominique. Dans les îles où la couronne britannique est toujours représentée, Caraïbes assiste à des évolutions. En 1999, Marie-Claude Céleste dresse le portrait de la première Sainte-Lucienne nommée gouverneur général. En mai 1997, la nomination de Perlette Louisy fut perçue comme une véritable révolution culturelle. Jamais une femme n'avait occupé ce poste. Depuis l'époque coloniale, cette élégante demeure sur les hauteurs de Castries avait toujours eu des locataires masculins et pendant longtemps britanniques. Petite touche de fierté supplémentaire pour la population, Madame le gouverneur est quelqu'un du pays. Mais au fait, comment cette femme de 53 ans, ancien professeur de français, diplômée des universités de Bristol en Angleterre, de Laval au Canada et des West Indies à Barbade, et qui a fait toute sa carrière dans l'éducation, en est-elle arrivée là? Madame Louisy n'a jamais appartenu à un parti politique. Elle avoue avoir été surprise quand, au lendemain de la victoire des travaillistes en juin 1997 à Castries, le nouveau Premier ministre lui a demandé au téléphone si elle acceptait d'assumer cette fonction de représentante de la couronne britannique. D'autres îles, comme la Barbade, aspirent tout simplement à en finir avec cet héritage colonial. C'est une revendication que nous avons traitée dès 2000 dans le magazine. Barbade, membre du Commonwealth en quête d'une nouvelle souveraineté. Et pour l'île, le premier symbole passera sans doute par la statue déboulonnée de l'amiral britannique Nelson.
Depuis 4 ans, le gouvernement travailliste d'Owen Arthur n'a qu'une idée en tête, rapatrier la constitution anglaise qui a été donnée au pays au moment de son indépendance. Pour le ministre de la Justice, c'est toute l'identité de Barbade qui est en jeu. La reine d'Angleterre est techniquement le chef de l'État de Barbade. Mais elle est représentée par le gouverneur général. Et nous pensons qu'après 44 années d'indépendance, nous devons avoir un président local, quelqu'un né à Barbade ou citoyen de Barbade à la tête de notre État. La bascule ne se concrétise que 21 ans plus tard. La Barbade devient république le 30 novembre 2021 et cesse de s'incliner devant la couronne britannique. Le magazine a amplement relaté ce passage à la pleine souveraineté, orchestré par Mia Mottley. Les châtiments corporels sont-ils le moyen de faire respecter la discipline à l'école? Le dossier est diffusé chaque semaine et la rubrique phare, le cœur de l'émission. Il s'agit au départ d'un reportage de 6 puis 13 minutes tourné par les équipes sur toutes sortes de thématiques. Caraïbes ne s'interdit aucun sujet, pointe du doigt l'enfer des plantations de canne à sucre de République dominicaine où croupit une population asservie. L'émission jette une lumière crue sur des réalités qui dérangent, comme le problème des grossesses d'adolescentes à la Grenade. Une villa retirée sur les hauteurs de Saint-Georges, à l'intérieur des rires de jeunes filles et quelquefois des cris de bébés. Au centre pour les mères adolescentes, c'est l'heure de la pause pour la trentaine de demi-pensionnaires. Des jeunes filles déjà mamans ou sur le point de l'être. La plus jeune d'entre elles a 15 ans, mais l'association a déjà accueilli une enfant de 11 ans enceinte. Du lundi au vendredi, elles sont là chaque matin, les mères avec leurs bébés, gardés dans une pièce attenante. Au programme de la journée, des cours d'anatomie, de maths, d'anglais, de psychologie, mais aussi des discussions. Un thème fréquent, l'éducation des enfants. Aujourd'hui, la fessée est-elle incontournable? Dans ces classes, pas de problème de discipline ou de concentration. Les élèves sont motivés. Les cours théoriques, complétés par de petites formations professionnelles, sont un passeport indispensable pour reprendre un cursus normal après ce qu'elles ressentent toutes comme une période de rejet et d'exclusion. J'ai quitté l'école parce qu'on n'aurait pas accepté qu'une fille enceinte fréquente l'école. Dans ce pays, ce n'est pas bien vu d'aller à l'école quand on est enceinte. Pourquoi? Parce que la société ne l'accepte pas, je suppose. Bonsoir et merci de votre fidélité. Au tournant des années 2000, Marie-Claude est épaulée à la présentation par de nouveaux visages. Et bienvenue dans cette édition Caraïbes. Au fil des saisons, des journalistes se relaient chaque semaine pour porter le magazine. Monsieur, bonsoir. Toujours pas de nouvelles Un changement d'incarnation avec toujours le même objectif, nous plonger dans notre environnement caribéen, montrer le meilleur comme le pire, dévoiler des tranches de vie et des personnages hauts en couleur. Tout au nord de la Dominique, il existe un quénétier qui ne porte pas que des fruits. Des personnages et créatures énigmatiques poussent aussi sur le tronc et les racines. Une greffe réalisée par ce Dominicain de 47 ans, évadé de l'ancienne prison de Basse-Terre il y a bientôt 12 ans. Et au bas, moi, devant la geôle, et on dit non. On commence à prier Dieu, et veut échapper. On scie barreau et échapper. Big Man, comme on l'appelle, n'est pas un saint. Il a été condamné en Guadeloupe pour trafic de drogue. Il a aussi effectué plusieurs séjours derrière les barreaux en Dominique, mais depuis 10 mois, il s'est découvert une passion. Il consacre son temps à remodeler son quénétier. Vendredi après carnaval en février, on sorti pour Dieu, et on 6 heures les balles là, et comme s'il y a un vent fidjaï, moi venu me gratter. Voilà. Et mon gâté, mon voix caga ça mon fidjaï. Bon mon dit eh ben ça n'est un lot puis bois là qu'on va voir là quoi. So mon prend sable et mon venu qu'à nettoyer. Plat. Comment faire ça mon voix gros ça mon courir mon quoi c'était un serpent. So là même mon dit ah mon père fait serpent avec toute racine là ça.
l'imagination et les substances hallucinogènes ont permis aux reptiles de surgir de chaque vieille souche. Au fil du bois, on découvre un univers tourmenté où se mêlent mythes, légendes et croyances. Ça c'est travail à bon Dieu. Moun quoi c'est moi mais c'est pas moi. Ça c'est travail à papa moi qui a resté ancien en côté. Dans le petit hameau de Cottage, l'arbre totem est devenu une curiosité. L'ancien dealer envisage d'autres réalisations. Il faut dire que de mémoire d'arbre, on n'avait jamais vu cela. Caraïbes a bien sûr montré tout ce qui se fait de beau, de spectaculaire. La magie et la folie des costumes géants du carnaval de Trinidad et Tobago. Des créations aux formes et aux couleurs extravagantes, éblouissantes. Nous vous avons aussi plongé dans l'ambiance des parades endiablées. Un mardi gras à Queen Park, Savannah. Nous sommes en plein centre de Port of Spain, la capitale de Trinidad. Et dans ce parc, une estrade bordée de tribunes. C'est le passage obligé de tous les groupes à pied. Chaque année, environ 100 000 personnes participent les lundis et mardis gras à ce défilé. À Trinidad, le carnaval est une affaire nationale. C'est l'un des plus grands carnavals populaires du monde. Un carnaval qui rapporte des dollars. Avec quelquefois une longueur d'avance, Caraïbes a mis aussi les projecteurs sur des athlètes d'exception comme ce Jamaïcain de 19 ans, appelé à devenir le futur dieu des stades. Coup de foudre, c'est son surnom à la Jamaïque. Il est pressenti comme successeur de l'Américain Michael Johnson, le recordman des 200 et 400 mètres qui portait des chaussures dorées. Et s'il se contente de la couleur orange, Usain Bolt court déjà très vite. Il détient le record du monde du 200 mètres chez les juniors et grâce à sa taille et sa puissance, après seulement quelques foulées, il est déjà arrivé au bout de la piste. Michael Johnson est l'un des meilleurs dans ce sport. Il est mon idole. C'est super de savoir que je suis comparé à l'un des géants de cette discipline. Usain Bolt vit à la Jamaïque. Il suit des cours de commerce à la faculté de technologie. Il est sponsorisé par une marque de vêtements sportifs. Plusieurs facultés américaines lui ont proposé des bourses. Il en a déjà refusé une demi-douzaine. J'aime la Jamaïque tellement que je ne me vois pas quitter mon pays pour m'installer ailleurs. Usain Bolt aura 20 ans en août prochain. Après son passage chez les seniors, il veut laisser toutes les blessures du passé derrière lui. À partir de 2006, ses objectifs sont clairs. Il faut lancer sa carrière d'athlète professionnel et gagner de l'or dans les grands rendez-vous sportifs du monde. Fin 2008, c'est l'heure de la retraite pour celle qui était aux manettes de ce magazine pendant près de 14 ans. Marie-Claude Céleste passe le témoin de la rédaction en chef à Sonia Laventure, qui assure à l'époque l'édition et la présentation en alternance. Toute l'équipe vous souhaite de joyeuses fêtes et un très bon Noël. Bonsoir. Sans tambour ni trompette, Marie-Claude signe sa dernière émission, la veille de Noël 2008. Avec une nouvelle mouture du générique et un nouveau visage à l'antenne, l'hebdomadaire poursuit son petit bonhomme de chemin, marqué par des actualités dramatiques. Le 12 janvier 2010, Port-au-Prince s'écroule comme un château de cartes. Haïti est terrassé par un séisme d'une ampleur inédite. L'équipe de Caraïbes est sur place, dès le surlendemain. Ravagé, martyrisé, défiguré, Port-au-Prince est devenu un vaste champ de ruines, sur lequel s'élève l'odeur de la mort. Une odeur qui flotte dans toute la ville et rend l'atmosphère irrespirable. Il faudra d'ailleurs encore quelques semaines pour établir un bilan précis du nombre de victimes. Il y a dit que 4 personnes qui parlent, mes amis, petitement, oui. Petitement, les gars, il faut l'entrer là, mes amis, il faut là-bas. Il faut là, mais mes amis, nous aidons, famille, aidons. Aidons. Aidons, il y a 4 personnes vivantes. Il y a 4 personnes vivantes. En 2013, l'émission Caraïbes change de rythme et de format. Madame, Monsieur, bonsoir, bonne année. Fini l'hebdo et la formule hybride mi-journal, mi-magazine. L'actualité Caraïbe est intégrée au JT et l'émission devient un mensuel de 52 minutes.
dirigée et incarnée par Sonia Laventure. La nouvelle formule propose des reportages, des enquêtes de 26 minutes afin de traiter en profondeur des problématiques de la Caraïbe, comme ce document sur les effets psychologiques des ouragans à Porto Rico. D'abord, il y a eu ce vent violent, ce son insupportable, un cri, une déchirure, une signature acoustique bien particulière qui restera indélébile dans la mémoire de ceux qui l'ont subi pendant des heures. Ces formats plus denses permettent de s'immerger dans le quotidien des populations. Illustration avec ce reportage à La Havane chez ce couple de retraités. Le couple vit une retraite pénible, montant de la pension de retraite 10 € mensuels. Difficile, impossible même de joindre les deux bouts. Le vieux frigo reste désespérément vide. Beaucoup d'eau congelée. Quand je me lève, je fais le café, je fais bouillir le lait s'il y en a, et si nous avons pu en acheter. Je lave, je repasse, je nettoie. Là, je suis un peu contrariée parce que je ne me sens pas bien. C'est la même rengaine. Qu'est-ce qu'on peut bien faire à manger? Pour vivre, on manque de tout. On vit de quoi? Dites-moi, si je n'avais pas ma fille qui est aux États-Unis et qui m'envoie 40-50 $ chaque mois, comment aurais-je fait? Là, c'est de l'anticommunisme. Ça fait 50 ans que ça dure. Les choses changent, mais pour certaines personnes. Je crois qu'il vaut mieux que je la ferme. Ce magazine, dont le générique a évolué avec son temps, s'installe en première partie de soirée le vendredi, puis le dernier mardi du mois. C'est la formule qui perdure encore depuis le départ à la retraite de Sonia Laventure. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité pendant toutes ces années où j'ai eu le plaisir de vous la présenter. Pour moi, une page se tourne, mais vous retrouverez l'équipe de Caraïbes en janvier avec de nouveaux reportages. Bonsoir et merci. La longévité de ce magazine fait évidemment figure d'exception. De nouveaux visages poursuivent aujourd'hui ce travail d'information et de vulgarisation, avec toujours le même objectif, sortir notre région de l'invisibilité. En franchissant le cap des 30 ans, Caraïbes s'installe bel et bien comme la doyenne des émissions de l'audiovisuel martiniquais. Marie-Claude Céleste. Bonsoir. Bonsoir. De toutes les images que nous venons de voir, laquelle retenez-vous? Ou lesquelles? J'en retiens beaucoup. Ce sont des événements politiques, mais pas seulement, des rencontres. Par exemple, Rosie Douglas, le Premier ministre de la Dominique, que j'ai appelé juste le lendemain de son élection. J'ai dit, vous devez venir, et qui est venu directement dans l'émission. Il y a beaucoup de choses que je retiens. Et puis, le cheminement. Nous avions un objectif tous. C'était l'adhésion sur les objectifs, c'était mieux faire connaître la Caraïbe et puis avec ce qui suit, c'est-à-dire le rapprochement avec les peuples de la région, les pays de la région. Et ça, je pense que je peux dire sans vanité qu'on a quand même atteint certains objectifs. Certains de nos objectifs, beaucoup de nos objectifs. On connaît mieux la Caraïbe, on n'est pas là en train de se dire on est les plus beaux, les plus forts, les plus intelligents et à côté de nous, rien du tout. On sait que c'est pas vrai parce qu'on y va beaucoup plus souvent. Bon, je ne dis pas que c'est le paradis, mais c'est pas l'enfer non plus. Voilà. C'est ça. C'était mieux connaître, expliquer pourquoi les gens connaissent les enjeux de notre région et aujourd'hui, il y en a encore d'autres, quoi. Bon, mais on est déjà positionné pour mieux comprendre ce qui se passe, il me semble. Et vous, Sonia Laventure, revoir ces images, qu'est-ce que ça a provoqué chez vous? Pour moi, c'est beaucoup d'émotions. J'ai revu des reportages, des extraits de reportages qui m'ont frappé tout au long de ces années, pendant lesquelles j'ai suivi Caraïbes avant d'être véritablement à la rédaction Caraïbes, puisque j'y suis arrivée après le départ de Marie-Claude, enfin au moment du départ de Marie-Claude. Et véritablement, on sent, comme elle vient de le dire, un cheminement
On sent une familiarisation avec les pays qui nous entourent, avec leurs leaders, avec leur société, avec des choses qui sont très différentes de nous et en même temps tellement pareilles. Tous les jours, on se rend compte que cette émission a permis une fréquentation plus évidente de la Caraïbe pour beaucoup de Martiniquais. Je le remarque quand je rencontre des enseignants, par exemple, qui me disent que quand l'émission a démarré, ils ont regardé avec beaucoup d'intérêt et qu'au fil du temps, ils ont demandé à leurs élèves de regarder cette émission. C'est déjà énorme. Ensuite, là où on sent que vraiment c'est ancré maintenant, ce sont les gens dans la rue qui disent « Ah, j'ai vu tel sujet » ou « J'ai vu telle chose ». Ça veut dire que c'est quelque part maintenant, il y a une familiarité. Et puis alors carrément, quand des gens nous disent « Je suis allé en vacances, j'ai choisi d'aller en vacances dans tel pays parce que j'ai vu un reportage dans votre émission ». Ça, c'est carrément, c'est gagné quelque part, Marie-Claude. Oui, oui. Ça, c'est une victoire. Je dis, elle est modeste, en même temps, elle est énorme. C'est pareil, moi, quand je revois toutes ces images qui montrent le cheminement, c'était pas comme ça. On suivait des élections, par exemple, sur plusieurs semaines. Hein. On suivait la campagne électorale. Vous ne connaissez pas ça avant. On savait même pas qu'il y avait des élections. Et comme on l'a dit, dans l'émission, on ne savait pas qui était quoi. On ne connaissait pas les systèmes politiques qui étaient autonomes, qui étaient indépendants. On ne savait pas comment ça se passait. Et justement, Marie-Claude Céleste, avant d'arriver à l'Info Martinique, vous aviez travaillé dans la presse écrite, à la BBC, à RFI, Radio France Internationale. Comment vous êtes retrouvée à la tête de cette émission? Eh bien, parce que la direction m'a demandé de le faire. C'était devenu même presque un challenge, parce que les télévisions privées arrivaient avec ça dans leur bagage. Elles allaient traiter de l'actualité des Caraïbes. Nous, le service public, on n'allait pas rester là comme des idiots. Il fallait qu'on réagisse. Il y a eu ça, il fallait être là au bon moment. Et puis, donc, la maison a pris des dispositions pour qu'il y ait en place déjà un embryon, peut-être un embryon d'équipe. Ce qui a peut-être emporté les choses, c'est qu'elle était familiarisée avec l'actualité internationale. Tu venais de RFI. Il faut rappeler quand même qu'au début, Marie-Claude était seule. Elle était toute seule et elle attrapait tout le monde dans les couloirs. Bon, viens me faire une voix, puisqu'elle préparait tous les commentaires de tous les sujets qu'elle allait diffuser. Mais donc les voix pour les traductions. Varier, voilà. Pas seulement les voix des traductions, non, les commentaires. Elle nous demandait est-ce que tu peux me lire ce commentaire? Viens me lire ça et tout. Comme il n'y avait pas d'équipe vraiment, je faisais le sujet et je mettais dans la voix de quelqu'un d'autre. Mais je dois dire à l'inverse, pour compléter ce que tu me disais, c'est que les gens ont joué le jeu. J'ai trouvé autour de moi, dans la maison, des gens qui ont accepté de faire ça. C'est à tous les niveaux qui a accepté de lire un article que j'avais moi écrit. Je leur disais, voici le texte, vous pouvez le changer, mettre vos mots, voilà. Mais voilà, j'ai trouvé ça, je tiens à souligner ça. Chez certains confrères, cette adhésion à l'idée de développer la connaissance de la Caraïbe. Et vous, Michel Jean, le fait de revoir ces images, de travailler, puis de sélectionner pour ce récit qu'on vient de voir? Ça a été un choix difficile, cornélien. En 30 ans, on a amassé une masse de reportages, y compris de longs reportages, mais aussi d'actualité. Donc faire le choix, ça a été compliqué. J'ai dû passer 3 mois environ à éplucher nos archives et puis ceux de l'INA pour sortir ce produit, qui est un peu un hommage quand même au travail de Marie-Claude. Oui, mais sans fausse modestie aussi, je dois dire, j'ai pris la tête de cette émission à la demande donc de la direction et tout, ça m'a enthousiasmé. J'étais déjà familiarisée avec l'international, puisque c'est vrai, j'ai travaillé à la BBC, j'ai travaillé à Radio France Internationale, au monde diplomatique, j'avais fait l'actualité, et un peu l'actualité de la zone, mais pas de la même façon. Là, il fallait faire de la pédagogie aussi, ça, j'avais pas fait ça avant. Donc, voilà, je veux mettre l'accent sur ça. J'ai convaincu, ma fierté, c'est d'avoir convaincu des jeunes journalistes qui étaient dans la maison, qui n'étaient pas forcément branchés sur la Caraïbe, et même des sceptiques. Moi, je me souviens d'une personne qui était sceptique, et puis qui est venue et qui a joué le jeu. J'ai eu cette chance-là, je dois dire. Une équipe motivée, voilà. Des équipes motivées notamment pour enquêter, puisque l'enquête, c'est le cœur du travail des journalistes. Se déplacer dans la Caraïbe, vérifier les infos, les décrypter, ce n'est pas toujours aisé.
Je vous propose de revoir des extraits de 2 enquêtes. Une première enquête de Marie-Claude Céleste sur les investissements chinois dans la Caraïbe, tournée à Antigues, et une enquête sur le business des médicaments, tournée en Haïti. C'est une séquence que je vous propose de revoir à Port-au-Prince, tournée par Michel Gendre et William Zebina. Au bas de la ville, tout autour de cette pharmacie gravite tout un monde parallèle. Nous sommes à 2 pas de l'imposant marché en fer. Au cœur du plus grand marché de médicaments du pays. L'endroit est connu de tous. C'est illégal mais quasi toléré. On vient ici s'approvisionner en médicaments comme on va au marché aux légumes. Une véritable cour des miracles qui regorge de produits issus de la contrebande ou de la contrefaçon. Le trafic semble bien rodé. Certains détaillants, comme ce vendeur, sont dans le business depuis une vingtaine d'années. Côté où acheter ces médicaments? Dans la grande pharmacie. En agence? En agence. Tu peux acheter en gros? Oui, oui. Dans l'agence qui va en gros. Oui, laboratoire Valdez, laboratoire 4C. Et là, on achète en gros. On vient vendre des détails. C'est dans cette zone à longueur de journée, plus encombrée qu'ailleurs, que nous retrouvons Jean-Philippe, notre marchand ambulant de médicaments. Il a accepté de nous montrer l'endroit où il s'approvisionne en produits, quand il a réuni suffisamment d'argent. Si vous baisez en gros, c'est là toute machine. Avec dit toute machine qui vend en gros, en détail, vous pouvez acheter là, ok? Et puis vous arrivez là, vous avez une machine qui vend en gros, sous galerie et tout. Et puis en face à là, c'est côté dépôt à même, vous vendez en gros à même. Voici l'entrepôt où s'approvisionne Jean-Philippe. Une bâtisse tout en hauteur qui a résisté au tremblement de terre de 2010, comme aux inspections de la direction de la pharmacie. Il n'y a officiellement que 48 dépôts distributeurs reconnus et autorisés dans le pays. Celui-ci ne figure pas sur la liste éditée par l'autorité régulatrice. Contre les grilles, une foule compacte se presse quotidiennement pour acheter en gros produits alimentaires comme médicaments. Un détaillant installé juste à côté nous confirme que c'est bien un lieu d'approvisionnement. Il y a des dépôt. Vous pouvez acheter là aussi? Oui, on peut acheter là. En caméra cachée, nous avons approché le patron afin de le questionner sur son activité. C'est sensible? Oui, c'est sensible parce que j'achète des médicaments chez les autres, je ne fais pas de problème. Je vends beaucoup plus de bonbons. Donc, le fait qu'on fait ça avec les je vends aussi des produits qu'on me demande. On me demande des produits. Donc je vends des produits. Sollicité depuis 2 mois, la direction de la pharmacie et du médicament n'a pas daigné répondre à nos demandes d'entretien. Les portes du ministère de la Santé sont restées fermées, tout comme celles de la délégation de l'Organisation mondiale de la santé. Antigues, à quelques kilomètres de St. John's, la capitale, derrière de hauts murs jouxtant l'aérodrome, sur 23 000 mètres carrés, des dizaines d'ouvriers s'activent encore sur un chantier en cette fin d'après-midi. En 2014, ce site abritera la nouvelle aérogare dotée d'équipements sophistiqués. Coût de l'opération entièrement financé par la Chine, pour la seule construction des bâtiments et du parking, 45 millions de dollars. Un projet conçu par une vingtaine d'experts, ingénieurs et architectes, dont seulement 2 citoyens antiguais. Tous les autres, y compris bien sûr les entrepreneurs et les superviseurs, sont chinois, tout comme l'écrasante majorité des techniciens. Quand les travaux en cours seront terminés, ces équipes, plusieurs centaines de personnes, rentreront en principe dans leur pays d'origine. D'autres, emmenés également de Chine, leur succéderont. Le tout dans la plus grande discrétion. Nous avons souhaité rencontrer les responsables du chantier. Impossible. Nous avons voulu interroger les ouvriers hors de leur lieu de travail. Là encore, nous avons essuyé un refus poli mais ferme. Nous n'avons pas eu plus de succès avec les diplomates chinois. Nos demandes d'interview sont restées sans réponse et les portes de l'ambassade de la République populaire de Chine obstinément closes. C'est qu'ici, la question de la coopération avec la Chine est un sujet sensible. Marie-Claude, qu'est-ce qui vous a poussé à travailler sur les investissements chinois dans la Caraïbe?
Bien, je pense que c'est le moment où on découvrait que la Chine, plutôt discrètement, gagnait du terrain dans la Caraïbe. Au départ, les pays de la région avaient des liens très forts avec Taïwan. Et une coopération intéressante pour Taïwan et puis pour eux aussi. Et puis finalement, la Chine, au bout d'un certain moment, a dit non, c'est avec nous que vous devez avoir des relations. Et elle a pratiqué ce que nous avons appelé la diplomatie du chéquier, c'est-à-dire, je dis un chiffre comme ça. Taïwan vous donne chaque année 10 millions de dollars. Eh bien, nous, on vous en donne 20. Bon. Et il y avait une bataille diplomatique entre Taïwan et la République populaire de Chine. Et donc, l'un des moyens pour la Chine, c'était de convaincre des pays de travailler avec eux, enfin de coopérer plutôt avec eux, plutôt qu'avec Taïwan. Pourquoi c'est important, selon vous, d'enquêter sur la Caraïbe, mais de la Martinique? Parce que certains pourraient dire c'est le travail du service étranger, d'une rédaction nationale de France Télévisions, par exemple. Pourquoi c'est important de faire ce travail-là d'ici? Parce que nous n'avons pas la même sensibilité. Nous ne voyons pas les choses de la même façon. Donc, je peux prendre n'importe quel sujet. De Paris, on va condamner, par exemple, quelque chose qui... Je prends un exemple. On vient de parler des Chinois. Bon, je vois un reportage un jour sur une chaîne nationale, un reportage sur Grenade, où on présente Grenade comme un pays qui se vend au plus offrant. Alors ils étaient avec Taïwan et et maintenant ils sont avec la Chine parce qu'on leur a donné plus d'argent. Nous, on voit les choses peut-être de façon inverse. Moi, c'était le cynisme des grandes puissances, le cynisme en l'occurrence de la Chine, qui allait faire une coopération, soi-disant, qui est beaucoup plus sensible aux problèmes du pays, alors que ce n'était pas vrai. Nous allons présenter les choses comme ça. À Paris, on a présenté Grenade, où disaient même les ministres, la corruption, etc. Mais ils ne voyaient pas l'autre face. Nous avons une autre sensibilité. Oui, on pourrait prendre l'exemple aussi du Venezuela. Le regard européen sur le Venezuela du temps de Chavez, qu'on qualifiait de dictateur, alors que c'était un président élu démocratiquement. Et puis qui consultait le peuple pour un oui, pour un non. Chavez faisait un référendum tous les 2 jours et on dit que c'est un dictateur. Moi, je veux bien, mais enfin, bon, les mots ont un sens quand même. Nous, on ira chercher autrement. Nous, on se souviendra qu'avant Chavez, c'était pas idyllique au Venezuela, entre les 2 grands partis, ADEC, OP. C'était pareil, ils se partageaient les richesses du pays avec leurs partisans, voilà. Alors, la différence, c'est que Chavez a dit la priorité, nos richesses doivent servir à développer notre pays. Ne doivent pas servir à développer à contribuer à développer des grands pays. On ne peut pas mettre la main sur nos richesses hypocritement et puis nous traiter. Si quelqu'un arrive, un Vénézuélien arrive et dit « Moi, je veux que les richesses du Venezuela restent au Venezuela, en priorité au Venezuela. » Ailleurs, on le traite dans les grands pays, on le traite de dictateur. Il a tous les défauts possibles et imaginables puisqu'il ne travaille pas uniquement pour eux. Il dit que ça doit profiter aussi au Venezuela. Nous, on va emmener ça, on va voir les choses comme ça. Sonia Laventure, sous votre direction de rédaction en chef, le magazine est passé d'une formule hebdomadaire à mensuelle. Est-ce que l'idée, la logique, c'était de donner justement de la perspective, du corps au reportage, d'avoir plus de temps? Alors l'avantage en mensuel, c'est que c'est plus long. Nous étions passés à l'époque de 26 minutes à 52 minutes. 52 minutes, 1 heure, parce que très souvent on débordait, on négociait un débord, puisqu'on avait toujours beaucoup plus à montrer que le temps qui était imparti. En réalité, pouvoir tourner à 26 minutes sur une question, ça permet de creuser, d'aller plus loin, ça permet à l'image de s'épanouir, ça permet aux gens de parler, de mieux entrer dans le sujet. J'ai beaucoup aimé la formule mensuelle avec des sujets longs. C'était un choix et puis
Ça permettait aussi d'optimiser les moyens de tournage, parce qu'envoyer une équipe en tournage dans la Caraïbe, ça coûte le même prix de billets d'avion, de logistique d'une manière générale, si l'équipe reste 3 jours ou si elle reste 8 jours, ou voire 10 jours. Donc c'était un parti pris. Je pense que ça a apporté à un moment d'avoir des angles plus fouillés, des plus longs. En parlant donc justement, Michel Jean, qu'est-ce qui vous a poussé à enquêter sur les médicaments, le business des médicaments en Haïti? Je crois que c'est une image qui m'avait marqué lors de précédents reportages. Je voyais ces marchands de médicaments qu'on appelle là-bas en Haïti Dr Grain, parce qu'ils vendent les médicaments au comprimé, à la gélule. On les appelle aussi pharmacie à terre. Laisser leurs cuvettes qui étaient soigneusement décorées avec des plaquettes, vous savez, des plaquettes de pilules en alu, multicolores. Je trouvais ça excessivement joli, donc j'ai voulu aller voir derrière ce qu'il y avait. En creusant, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de médicaments contrefaits qui venaient de République dominicaine et des médicaments périmés. C'est un vrai danger de santé publique. Malheureusement, les autorités ne font rien. Il y a environ 1000 pharmacies en Haïti, mais 200 seulement sont autorisées. Alors, il y a des enquêtes, évidemment, dans Caraïbes. Il y a aussi un impératif, c'est de réagir rapidement pour les équipes lorsqu'il y a des catastrophes naturelles. La Caraïbe est un espace vulnérable aux risques comme les éruptions volcaniques, les cyclones, mais aussi les aléas comme les tremblements de terre. Je vous propose de voir ou revoir des images aussi spectaculaires qu'émouvantes. Cette mince bande de terre située sur la pointe est de Grand Bahama a été balayée par Dorian à la manière d'un tsunami. L'ouragan de la catégorie 5, la plus élevée, est longtemps resté quasi immobile sur cette partie de l'île. Peu de constructions, évidemment, ont résisté au vent de près de 300 km/h. Comme dans une machine à laver, Dorian a brassé tout ce qu'il trouvait sur son passage, avant de les rejeter, de les éparpiller aux quatre coins, notamment dans la mer, comme ces véhicules projetés quelquefois bien loin du rivage. Face aux destructions, chacun réagit à sa façon. Certains se réfugient dans le déni. C'est sans doute le cas de cet homme. Il a l'habitude de nettoyer chaque semaine la cour de la maison familiale, un train-train qu'il continue d'effectuer comme si de rien n'était. C'est sa façon de supporter son traumatisme, car de la maison de ses parents, il ne reste que la dalle en béton. Tout le reste a été emporté par l'ouragan. Chaque soir depuis la catastrophe, cet homme, un écologiste dominicain mondialement renommé, installe ses steel pans dans l'enceinte de l'école. Il offre aux pensionnaires quelques notes de musique douce. C'est sa manière pour apaiser un peu la souffrance de ces rescapés de petites savanes. La musique m'apaise. Et j'espère qu'elle va les calmer aussi. On a besoin de calme, de l'apaisement spirituel et émotionnel. Ça marche pour moi, j'espère que ça marchera pour eux. Ici, on parle d'une vague haute de 3 mètres qui a dévalé la route principale du village. Les habitants entendaient le bruit d'énormes roches propulsées par la force des eaux. Plusieurs bâtiments ont été construits ici sans autorisation et au bout de la route, la force de l'eau a arraché une maison de ses fondations pour la déposer sur le côté, plusieurs mètres plus loin. La maison voisine a été propulsée dans la mer. Il n'en reste aucune trace. Nous disons à la communauté internationale que nous sommes les plus petits contributeurs au changement climatique, mais nous sommes les plus touchés. Et nous avons besoin des ressources pour cela. Ces images témoignent de l'ampleur des dévastations.
Barbuda a subi de plein fouet la fureur d'Irma dans les premières heures du 6 septembre. Comme après un bombardement, l'ouragan n'a laissé derrière lui que des squelettes de maisons. Codrington, l'unique village de Barbuda, n'est plus aujourd'hui qu'un champ de ruines, avec ses bâtisses éventrées et ses toitures soufflées, pulvérisées. Mais l'évacuation de la population prend plus de temps que prévu. Les pilotes des Hercules vénézuéliens dépêchés à Antigua par Nicolás Maduro viennent à la rescousse avec leur C-130. L'aéroport de Barbuda étant impraticable pour ces avions de transport militaire, l'atterrissage se fait à la pointe sud de Barbuda, à Coco Point, sur l'herbe de cette courte piste, tracée pour la clientèle d'un hôtel de la zone. Au sol, les Barbudiens, prêts à embarquer, patientent en plein soleil. Ils ont fait le trajet comme ils le pouvaient jusqu'à cette côte sud de l'île. C'est le cas de cet homme dont la famille a déjà été transférée à Antibes. Il va pouvoir embarquer à bord de l'avion vénézuélien. Les forces armées antiguaises organisent et canalisent l'évacuation. Une fois à bord, les sinistrés sont invités à s'asseoir à même le plancher de l'appareil. L'angoisse se lit sur les visages. Après avoir subi la colère du vent, tous ces Barbudiens sont contraints à l'exode, un départ vers un avenir incertain. En 300 ans d'occupation, c'est la première fois que l'île se vide totalement de ses habitants. Sur les routes couvertes de cendres et abîmées par les lahares, on arrive au cœur des zones agricoles. On voit des champs de dachine et de tolomon anéantis par des cendres et des hectares de bananeraies brûlées. À Sandy Bay, le plus grand village du Nord-Atlantique, au cœur de la zone rouge, la destruction est partout. Les lahares sont entrés dans les maisons, trop souvent construites dans les ravines sèches. Certains habitants reviennent chercher quelques affaires. D'autres refusent de partir. Nous avons rencontré l'un d'entre eux. Thomas Sutherland récupère son eau dans une canalisation cassée. Pour remplir ce seau, il lui faut 24 heures. Voilà, je récupère de l'eau pour mon usage personnel. Pour boire, je la fais bouillir, mais pour faire à manger, je la verse directement dans la casserole. Pour le volcan, j'ai pas eu peur, je suis resté là humblement, j'étais calme, je regardais tout ce qui se passait, les cendres qui tombaient, la nuit, les cailloux qui tombaient, il y avait des éclairs partout, tu ne voyais rien, même avec une lampe torche, je ne voyais pas plus loin que mon gros orteil. Retour à Montserrat, Foxes Bay, un quartier résidentiel de l'ancienne capitale. Teresa, l'épouse de John, a accepté de nous montrer cette maison qu'ils ont dû abandonner il y a près de 20 ans. On y accède seulement à pied. La route a disparu sous la végétation d'épineux qui a poussé sur l'épaisse couche de cendres. Regardez ça. Ici, c'est l'emplacement pour la voiture. Et ça, ce sont des cendres. Teresa a vécu 11 ans dans cette maison. Depuis son départ précipité, c'est la 4e fois qu'elle remet les pieds ici. Et voici le séjour. Envahie par les fougères qui ont germé sur les cendres au fil des ans, c'est à l'aide de son coutelas que Teresa atteint la cuisine. Au début, quand nous sommes venus, nous étions très surpris de voir des plantes pousser au milieu de ce qui était une salle à manger. Mais après coup, nous nous sommes aperçus que le toit était endommagé et nous avons réalisé que la cendre s'était répandue et qu'après les plantes avaient commencé à pousser. C'est très étonnant de voir comment la nature reprend possession quand l'homme abandonne l'espace. Directeur des Archives nationales d'Haïti depuis 27 ans, Jean-Wilfried Bertrand pilote aussi depuis le séisme une cellule dénommée Patrimoine en danger. Donne-moi une demi-douzaine parmi les meilleurs. Ces équipes de volontaires multiplient les interventions afin de récupérer et mettre en lieu sûr documents, archives et biens culturels. L'objectif est de sauver tout ce qui constitue le patrimoine, la mémoire collective haïtienne. Et la tâche n'est pas aisée.
Il faut faire vite. Comme ici au ministère des Affaires étrangères, où il n'y a plus qu'un terrain vague. L'édifice effondré de la chancellerie a été nettoyé rapidement par les pelleteuses et bulldozers. Du coup, les pompiers du patrimoine n'ont pu sauver qu'une partie des archives ramassées et entreposées à la va-vite dans cette annexe du ministère. Depuis le séisme, la congrégation des Pères du Saint-Esprit est particulièrement inquiète. Les pères spiritains géraient une école dont les édifices se sont complètement effondrés. Ils veillent aussi sur un véritable trésor, une bibliothèque à la valeur inestimable, déménagée en urgence de ce bâtiment prêt à s'écrouler. La région Martinique avait financé ces rayonnages destinés à abriter l'une des collections les plus riches de l'histoire de l'esclavage. Déménagée en urgence, la bibliothèque des Pères du Saint-Esprit a trouvé refuge juste à côté, dans cette chapelle, complètement fragilisée. Ces pères spiritains ont accepté non sans réticence de nous montrer leur trésor. Les conditions de sécurité ne sont pas réunies, mais la congrégation a dû faire avec les moyens du bord, mettre les 25 000 documents précieux en boîte sous la protection de bâches et accessoirement de cette Vierge. La plupart de ces ouvrages-là sont un exemplaire unique qu'on ne trouve nulle part. Ce qui fait qu'on n'en parle pas trop, mais c'est vraiment une richesse. On se perd ça là, c'est perdre la mémoire. La peinture occupe une place importante dans la culture haïtienne. Elle a aussi valeur thérapeutique. Et le plasticien cubain, Cho, offre avec sa brigade de 60 artistes un peu de bonheur et de divertissement aux sinistrés installés sur le Champ de Mars. Sa brigade culturelle, composée de clowns, peintres, musiciens, danseurs, a été lancée en 2008 après les ouragans Gustave et Ike qui ont frappé Cuba. Ici en Haïti, les artistes cubains viennent soigner et démontrer l'importance de la culture. C'est destiné aux blessés. On soigne des blessures qui quelquefois sont plus graves que des blessures physiques. Ce sont les blessures de l'âme. Les blessures de l'âme qui sapent l'espérance, et si tu compromets l'espérance, il n'y a pas de futur. Grâce à la musique et la danse, ce matin-là, petits et grands ont oublié leurs drames et les difficultés quotidiennes. Ils ont retrouvé le sourire grâce à la culture. Sonia Laventure, quand un rédacteur en chef envoie une équipe sur un terrain sensible, quelles précautions sont prises? C'est toujours très difficile. D'abord de prendre la décision d'envoyer une équipe quand on sait que là où elle va, c'est le chaos. Ça a été le cas en Haïti après le séisme. C'est le moment qui a marqué tout le monde dans la rédaction Caraïbes et bien au-delà. Tout le monde se souvient des images, de l'ambiance, de l'inconfort. Michel était la première équipe. Et, enfin, il n'était pas tout seul, mais véritablement, le souvenir que j'ai gardé, c'est que tout était cassé. Donc il n'était pas question d'envoyer une équipe à l'hôtel, ça n'existait plus. Et qu'ils ont dormi sur des cartons le premier soir. Des cartons dans le tout le séjour. Tout le séjour dans le jardin de l'ambassade qui avait les murs cassés, mais qui avait encore un jardin clos pour des raisons de sécurité. Il n'y avait pas de lumière à Port-au-Prince, donc tout était dans la nuit absolue. C'est à distance. Quand on envoie une équipe comme ça, on est toujours très inquiet. Véritablement, surtout quand les communications sont difficiles. Après, il y a eu d'autres sujets, et souvent en Haïti d'ailleurs, d'autres sujets où c'était, par exemple, quand on envoie une fille qui est encore relativement novice, journaliste reporter d'image, et qui me dit, quand on se parle souvent au téléphone, ah, là j'entends des coups de feu à l'extérieur de l'hôtel. Bon. C'est clair qu'on n'est pas très tranquille. Alors France Télévisions avait mis en place un système que beaucoup ont eu du mal à accepter, mais qui finalement s'est révélé efficace, c'était de traquer les journalistes qui étaient en mission à l'extérieur sur des terrains dits difficiles. Donc c'était très élaboré. Il y avait à la fois le suivi, le checking le matin, le soir en rentrant à l'hôtel, et même la phrase, ça les amusait beaucoup, mais il y avait une phrase qui devait être connue d'avance, enfin convenue d'avance, qu'ils devaient dire au cours d'un échange téléphonique si jamais ils parlaient sous la contrainte. Parce que sur certains pays, et on le voit tous les jours en Haïti, il peut y avoir des enlèvements aussi. Donc c'est clair que ce sont des décisions difficiles, mais il faut le faire.
Michel Jantes, vous êtes parti souvent en Haïti. C'est avec la peur au ventre ou pas du tout? C'est vraiment la vocation, il faut témoigner. Oui, non, pas du tout. Non, je pense jamais à une crainte. Je suis rentré dans des quartiers difficiles sans crainte. Non, je me sens protégé, je me sens... Non, je n'ai jamais eu de crainte. Et quel souvenir vous gardez justement du séisme en Haïti qui a marqué tout le monde en 2010? Oui, c'était des conditions très difficiles de logistique, effectivement. Comme l'a rappelé Sonia, on dormait sur un carton tous les soirs. Donc les repas, c'était juste quelques biscuits secs. Et puis surtout, notre inquiétude, c'était recharger les batteries. Et effectivement, sans électricité, donc on dormait effectivement dans ces jardins de l'ambassade de France pour être au plus près des pompiers martiniquais, puisque c'est sur eux, quand ils allumaient leur groupe électrogène le soir, qu'on pouvait recharger les batteries pour transmettre nos images par satellite. Ça, c'était le plus important. Mais effectivement, bien sûr, il y a des images qui restent gravées. J'ai même eu en fait j'ai gardé une séquelle. Je l'ai jamais raconté, ni à ma famille, ni à personne, mais quand je suis revenu de cette mission, j'avais la crainte du béton. Le soir, quand je me couchais, oui, j'avais une crainte qui me hantait. Comme ça. Ça a duré un bon mois. Je me suis soigné tout seul, mais j'avais cette crainte du béton. D'une chute? Oui, d'une chute. En dormant sur ces cartons tous les soirs, on avait des répliques. La terre n'arrêtait pas de bouger, on entendait les clameurs des sinistrés qui se mettaient à prier, à chanter, à pleurer. Et ça, ça revenait en mémoire quand je suis rentré ici en Martinique. Ça m'a hanté un bon mois. Et dans ce cas, c'est, comme disait Sonia tout à l'heure d'ailleurs, c'est le responsable, celui qui signe pour envoyer une équipe, qui se dit qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je devrais appeler la famille pour apprendre qu'il y a un problème, quelque chose qui s'est passé? Je me souviens quand je voyais Michel en reportage, et comme il allait sur des coups assez durs chaque fois, je me disais, bon, il va rentrer. Bon. Et puis, on frappait à ma porte de mon bureau. La porte s'ouvrait, je voyais sa silhouette. Je me disais, ah, ça y est, il est revenu entier, ça va. Bon. Alors vous comprenez, le métier de journaliste n'est pas un long fleuve tranquille. Les catastrophes ne résument pas l'actualité de la région, bien évidemment, et l'émission a tenu tout au long de ces années à montrer également les réussites, notamment sur le plan économique. Je vous propose de découvrir des produits d'exception, d'exportation. Premier exemple à Barbade, avec un produit local qui s'exporte en Italie. C'est le secret le mieux gardé de la Barbade. Voici l'un de ces champs de coton présents un peu partout dans les campagnes, absent pourtant des dépliants touristiques. Dans le passé, il y a eu quelques réticences de la part des planteurs, parce que ce n'est pas une culture facile. Cela demande beaucoup d'attention et beaucoup de soins. Le tout sera assemblé en ballots qui seront expédiés exclusivement vers l'Italie, unique client de ce coton exceptionnel qui ne représente que 0,04% de la production mondiale. Après la filature et le tissage en Italie, le coton de la Barbade peut commencer sa vie artistique chez les stylistes du monde entier. Et pourquoi pas à la Barbade? C'est le pari, c'est le défi de Ricky Desjudes. Même si chaque coup de ciseau dans la coûteuse matière le conduit à retenir son souffle. C'est un plaisir de travailler avec. C'est facile lorsqu'on ne regarde pas au prix payé. Il coûte $60 américains le mètre, au minimum. Donc certains peuvent être effrayés par la découpe d'un tissu aussi cher. Mais il est somptueux, il s'adapte bien au design. Et il est toujours très prisé dans la Caraïbe. Parce qu'entre le 19e et le 20e siècle, il a été le meilleur coton jamais produit dans la Caraïbe. C'est dans cette mine perdue de Los Checheses, au sud-ouest de la République dominicaine, que s'extrait le larimar. Impossible d'y arriver sans être remarqué. Plusieurs puits éventrent la montagne de pierre. Le laisser-aller n'est qu'apparent. Ces groupes d'une dizaine de mineurs, coordonnés par un chef, fonctionnent selon des règles précises de leur coopérative. Chaque groupe
creuse son puits selon son initiative et se partage le jackpot. C'est une pierre semi-précieuse, une pierre unique au monde. En République dominicaine, elle n'existe que sur ce site. Et nous sommes 300 hommes à vivre grâce au Larimar. Pour trouver la pierre miraculeuse, ces hommes doivent souvent descendre à plus de 100 mètres. Dans cet espace réduit, l'air y est rare, mais avec une moyenne de 8 heures par jour, l'accoutumance est une question de survie. Même si les accidents sont peu fréquents, un tel travail de force ne se fait pas sans risque. Après 3 heures de route jusqu'à Saint-Domingue, la capitale, le Larimar vaudra 25% plus cher. À 33 ans, notre artisan bijoutier avait senti le vent tourner. Derrière sa bijouterie, son atelier de fabrication, où il a formé une dizaine d'ouvriers. Il faut dire que c'est une tradition familiale. Depuis tout petit, j'ai connu ma mère travaillant avec Miguel Méndez. Ma mère, dans les années 70, travaillait avec cet homme. Et mon oncle et ma famille ont évolué dans ce milieu. Et du coup, quand j'étais petit, pour que je n'aille pas dans la rue, j'ai appris le travail de l'atelier. Et c'est une profession, quand on l'a apprise, on l'a dans la peau. Ici, il maîtrise toute la chaîne de fabrication. La pierre est sciée selon un sens précis, polie avec soin, car son calibre et bien sûr sa couleur lui donneront toute sa valeur. Il faut un bleu turquoise, intense, uniforme. Des tons plus suaves, vers le blanc ou le vert, feront dégringoler les prix. Enfin, le bleu des mines est recouvert d'un brillant, monté sur de l'or ou de l'argent. Cette seule pierre lui permet déjà de rentabiliser son voyage à la mine. À Grenade, on le sait, la vedette incontestée des épices, c'est la muscade. Nous l'appelons or noir parce que rien n'est à jeter là-dedans. Voici la noix de muscade. La partie rouge, c'est le massis ou fleur de muscade. C'est la partie la plus chère parce que c'est le meilleur des conservateurs alimentaires, très utilisé dans l'industrie. Sans elle, vous pouvez dire adieu au corned beef, à la charcuterie, aux saucisses. Il n'existe pas de produit de substitution. Vraiment, ne rien perdre de la muscade. Depuis peu, on s'est rendu compte que la coque vide pouvait servir de paillis. Monsieur m'a venu aller dans le jardin. Yeah. Pour Pierre, comme pour tous les petits paysans du coin, la culture du vétiver joue un rôle économique crucial. Quand ils ont besoin d'argent, ils vont dans leur jardin déterrer les racines de vétiver. Ils peuvent gagner bien plus que le salaire minimum journalier haïtien. La plante joue le rôle d'épargne et de compte bancaire des petits paysans. En arrachant une 50aine de pieds, Pierre peut gagner 500 gourdes, près de 8 €. Une fois arrachées du sol, les racines dégagent une odeur singulière. Ce sont elles qui sécrètent une huile très appréciée des parfumeurs. Une vingtaine de distilleries transforment quotidiennement le vétiver en huile essentielle. Celle-ci est une petite unité aux méthodes de production encore rudimentaires. Tous les jours, une poignée d'ouvriers s'échine à déplacer ces masses de racines jusqu'aux alambics. Elles sont distillées à la vapeur d'eau dans ces cuves. Un vrai travail de forçat pour tous ces hommes, notamment ceux chargés de piétiner, tasser les racines dans les alambics. Pierre Léger est un peu le roi du vétiver. Son fils reprend le flambeau, mais c'est lui qui a ressuscité cette industrie qui s'était écroulée dans les années 70. L'essence produite par Pierre Léger entre dans la composition de quantités d'œuvres olfactives, aussi bien comme chef d'orchestre, comme note de fond ou comme fixateur. Un produit éminemment stratégique qui redore la réputation d'Haïti et rend plutôt fier cet industriel. Il a même eu droit à une création à son nom, le vétiver de Pierre. On m'appelle Monsieur Vétiver. Quand je suis sur les Champs-Élysées à Paris, et que j'entre chez Guerlain, Monsieur Vétiver, comment allez-vous? Ouais. Alors, dans le passé, il y avait le vétiver Bourbon.
de la Réunion. Et Haïti a dépassé, a pris la place du vétiver bourg. Maintenant, le vétiver, la Rolls-Royce du vétiver est bien celle d'Haïti. Michel, quel était le déclic pour enquêter, travailler sur le vétiver en Haïti? Bon, on revient sur les catastrophes, mais c'est à la suite d'une catastrophe. C'était un cyclone, le cyclone Matthew en 2016. Je cherchais un angle pour le sujet que j'allais faire, et donner un angle positif pour parler d'Haïti. Je me suis rendu compte que cette zone qui avait été touchée par ce cyclone de force 4 quand même, c'était le sud-ouest d'Haïti, la région des Cayes et un peu plus bas. Et c'est la zone où l'on produit du vétiver. Et le vétiver, n'a pas été touché par le cyclone, puisque c'est les racines qu'on exploite. Et donc on dit que c'est la plante qui pousse là où plus rien ne pousse. Et Haïti est devenu maître dans la production d'essence de vétiver, d'huile de vétiver. Et tous les grands parfumeurs français veulent ce vétiver. Il paraît que c'est le meilleur. Et de là est parti ce reportage. Et on ne le sait pas, mais en fait, tous les parfums contiennent du vétiver d'Haïti. Les gens ne le savent pas, mais en fait, ils portent sur eux la terre d'Haïti. Vous aussi, Marie-Claude, vous avez un souvenir marquant de l'excellence caribéenne, de ces produits qui fonctionnent en dehors de la zone? Dans l'agroalimentaire, je n'ai plus les détails sur place, mais ça marche pas mal. Et ils exportent dans la Caraïbe, mais ils exportent aussi à Londres, où il y a une communauté caribéenne qui est quand même assez importante. La Jamaïque, maintenant, il y a l'industrie de la musique. Oui. Sonia Laventure, je me souviens en préparant cette émission, vous m'avez parlé d'un reportage à Trinidad et Tobago sur le carnaval. Vous me parliez des perles ou des plumes, des costumes, un sujet qui pourrait paraître anodin, mais qui a donné vraiment un reportage. Ils appellent ça les bikinis à plumes. Ce qui a remplacé, ça vient du Brésil en réalité, ce type de costume. Et ça a remplacé progressivement les chars un peu opulents, très chargés. Et donc, c'était l'expression qui m'avait amusée. Mais je crois qu'en termes d'exportation des pays de la Caraïbe, ce qu'on peut vraiment retenir, c'est l'exportation immatérielle. Ce sont les biens immatériels, la culture caribéenne qui infuse quand même. On a parlé de la musique à l'instant de la Jamaïque. Bon, Bob Marley est une icône mondiale, mais il a eu des successeurs aussi. Le carnaval de Trinidad, on en parle énormément. Enfin, toute la Caraïbe, au-delà, connaît le carnaval de Trinidad. Et puis, j'ai découvert récemment la fulgurance et le succès de la country music à Sainte-Lucie. Ça a été une vraie découverte. C'est-à-dire que les Saint-Luciens avaient importé et intégré la country américaine au moment de la guerre, puisqu'il y avait une base de soldats américains chez eux. Et ils ont dépassé les producteurs traditionnels de la country au point de gagner des prix aux États-Unis. Ça, c'est incroyable. Et en termes de patrimoine caribéen, il y a un produit auquel on ne pense pas souvent, et qui pourtant est unique au monde, utilisé dans toutes les cuisines locales, et en tout cas et au-delà, c'est l'angostura. L'angostura, qui est un produit fabriqué dans une seule usine au monde, à Trinidad, avec un secret de fabrication extrêmement bien gardé. Ils exportent partout, y compris en Martinique. Je ne sais pas aujourd'hui comment l'angostura se situe dans la cuisine martiniquaise, mais dans mon enfance, on en mettait dans pas mal de choses, et notamment dans les boissons type planteur, dans les gâteaux et tout ça. Ça, c'est un succès. Un débat revient régulièrement dans les Caraïbes, c'est celui sur les réparations de l'esclavage. En Haïti, c'est une question criante, avec le débat sur la dette de l'indépendance imposée par la France il y a de cela 200 ans. La question a été relancée également à Grenade, la question notamment de la justice réparatrice en 2023, avec le mea culpa de descendants d'esclavagistes britanniques. Des excuses officielles avaient été présentées, et c'est une question dont Caraïbes s'était fait l'écho. Je vous propose de revoir cet extrait de reportage. Au peuple de la Grenade, nous, sous-signés, écrivons pour présenter nos excuses pour les actions de nos ancêtres qui ont tenu vos ancêtres en esclavage. J'accepte ces excuses au nom du gouvernement et du peuple de Grenade. J'accepte ces excuses tout particulièrement pour les descendants des personnes esclavisées sur les diverses propriétés
de la famille Trevelyan à Grenade. Et j'accepte aussi ces excuses au nom des citoyens de la Caraïbe comme un premier pas dans la bonne direction. En plus de cette lettre d'excuse signée par une centaine de membres de cette famille aristocratique britannique, les Trevelyan's ont donné de l'argent à l'Université des West Indies et au Comité national des réparations. 117 000 € ont ainsi été versés personnellement par Laura pour abonder un fonds communautaire destiné à financer des projets éducatifs et économiques à Grenade. Un premier acte individuel de réparation qui a bousculé les esprits sur place. Il y a beaucoup d'interrogations sur cette initiative, plein de choses dont on pourrait débattre. Comment c'est arrivé, qui a décidé, quelle somme, ce genre de choses. Mais cela nous a ouvert les yeux sur la possibilité que cela puisse arriver, et que cela arrive même concrètement. On doit donc être prêt à savoir comment on va accompagner cet élan à tous les niveaux. Sur le campus flambant neuf de l'université, en périphérie de la capitale, des groupes d'études travaillent à l'évaluation des conséquences de l'esclavage et de la colonisation sur le développement économique ou encore sur la santé mentale des populations de la Caraïbe. Des travaux coordonnés par l'universitaire Nicole Philippe Dow depuis ses bureaux du centre-ville. Elle aussi voit plutôt d'un bon œil l'initiative des Trevelyan's. Le fait que la famille ait voulu venir ici pour s'excuser publiquement et qu'elle ait apporté une contribution financière, notamment en faveur de l'éducation à Grenade, c'est pour moi un pas dans la bonne direction. Une autre famille originaire de Carriacou a également entamé le dialogue. J'ai parlé avec Laura et elle a eu des appels de familles de la Jamaïque qui ont vu cette action et disent « D'accord. Maintenant que vous avez fait ça, nous avons un modèle à suivre car nous voulons faire quelque chose de similaire. Donc oui, c'est un début. Réparation, restitution, c'était le slogan du président Aristide en 2003, à la veille du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti. Un refrain ressassé à longueur de journée sur les ondes. On voulait pousser l'ancienne puissance coloniale à restituer l'argent qui a servi à indemniser les esclavagistes au XIXe siècle. La France a extorqué indûment de l'argent au peuple haïtien lors du paiement de la dette de l'indépendance, une dette en 1825 forcée par Charles X sur le gouvernement de Boyer. Dans l'année 1825, en bas gros pression et menaces, la France mettait main en bas gorge nous, l'on fait gouvernement Boyer a payé 90 millions de francs l'or. Jean-Bertrand Aristide dévoile pour la première fois sa revendication lors du bicentenaire de la mort de Toussaint Louverture. Le héros révolutionnaire enfermé et sacrifié par Napoléon est célébré en grande pompe. Devant des milliers de sympathisants, le président Aristide dénonce le fait qu'Haïti ait été forcé de s'endetter pour verser des indemnités à ses anciens maîtres. L'esclavage puis la dette de l'indépendance ont conduit au mal développement et cela mérite compensation. Aujourd'hui, comme du temps de l'esclavage, les puissants choisissent de maintenir les peuples noirs dans la plus cruelle servitude. Restitution et réparation pour nous, victimes de l'esclavage, il en faut bien. Parce que l'esclavage est un crime contre l'humanité, il nous faut, premièrement, restitution, deuxièmement, réparation. Michel Jean, est-ce que vous avez rencontré des freins lors de la préparation de ce reportage sur la double dette d'Haïti? Non, pas spécialement de freins. Ça, c'était en 2003, quand Jean-Bertrand Aristide a exhumé ce passé. Ça n'avait pas du tout plu aux autorités françaises. Et je me souviens, j'avais sollicité l'ambassade de France sur cette question. L'ambassadeur m'avait reçu, mais pas d'interview. Il s'appelait Thierry Burkhardt. À l'époque, m'avait dit non, il ne veut pas parler de ça, c'est pas une question. Ce qui m'avait étonné, c'est que le soir, en entrant à mon hôtel, on m'interpelle, on m'a dit oui, il y a quelqu'un pour vous à l'accueil. C'était le chargé de presse de l'ambassadeur qui était venu me voir. Il m'a dit oui, on peut prendre un verre et discuter de la situation du pays.
Mais rapidement, il est arrivé sur cette question, il me dit non, bon, vous n'allez pas traiter cette affaire de restitution, ça n'intéresse personne, vous allez faire le jeu de Jean-Bertrand Aristide. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille, je me suis dit non, mais c'est le sujet justement à traiter. Mais ils étaient particulièrement remontés contre cette histoire. Et je pense que la France a joué un grand rôle dans le départ d'Aristide en 2004. Ah, oui. Ils étaient bien remontés contre lui, et Jean-Bertrand Aristide aussi a joué le jeu en réclamant cette somme bien particulière, 21 milliards, je ne sais plus combien, 48 centimes. Il a beaucoup choqué les Français avec cette histoire. Comment on résiste aux pressions pour ces cas-là? Quand il y a des interlocuteurs qui d'un coup passent un coup de fil ou disent... Ça marche rarement. Ça marche rarement, les pressions. Je crois que même c'est l'inverse. En tout cas, quand on tombe sur des journalistes comme Michel, venir lui dire ne faites pas ça, ça lui donne envie de faire exactement le contraire. Donc c'est rare que ça aboutisse. Et je reviens sur Haïti un instant, Marie-Claude Céleste. Pourquoi parler d'Haïti et de toutes les actualités de ce grand pays? Pourquoi c'est si important d'y revenir, d'en parler régulièrement dans l'émission? Parce que Haïti fait l'actualité. Il se passe toujours quelque chose. Il y a quand même, c'est le pays le plus peuplé, je crois, plus que Cuba, non? Oui, 11 millions. Oui, 11 millions. 11 millions. Il se passe toujours quelque chose. Il y a des tas de problèmes, voilà. Donc, on ne peut pas ne pas couvrir l'actualité caraïbe. C'est lié à pas mal de choses. Quand on parle de violence, quand on parle d'immigration, bon, voilà. Donc, Haïti est francophone. Oui, c'est ça. Et créolophone. Donc, avec une proximité culturelle avec les Antilles françaises qui est importante, en fait. Donc les gens s'y intéressent beaucoup. Merci Sonia pour la transition, puisque nous allons parler justement du créole. En ce mois d'octobre, mois dédié au créole et aux cultures et à la langue créole, c'est l'occasion de faire un clin d'œil à cette langue donc partagée par des millions de locuteurs dans la Caraïbe. Avec cet extrait d'un reportage filmé en 2016, Michel Gendre et William Zibina étaient partis à la rencontre des derniers créolophones de Trinidad et Tobago. Regarde. Niché dans les montagnes qui surplombent Port-au-Spain, Paramine est le pays des cives, du fameux oignon pays, comme le clame en créole ce chansonnier de 75 ans. La localité est réputée à Trinidad pour ses épices, cultivées à flanc de colline. La moedeu. Paramine qui nous. Pourquoi parler par toi, vous comprenez? Paramine d'eau. Quand ça vous voulez connaître qui monte là, d'où c'est ignoré. Pas comme ça. Moedeu. Paramine qui nous. D'où con siro. Et vous connaissez ça qui siro? Siro d'où ça. Vous ne pouvez pas d'où si siro, non? Il jadou. Jolowi, comme on le surnomme, maîtrise parfaitement la richesse et la saveur du patois trinidadien, un créole très proche de celui des Antilles françaises. Son village de Paramine est considéré comme le fief des derniers créolophones. Toute une génération, sa génération, parle encore la langue. Un parler qui se remarque aussi dans le paysage. Moi aussi, je ne parle pas toi. Des fois, comme ça, on a parole en anglais. Si on est pour servir parole là. Mais parole là, il va parler, langue là, il va parler, c'est pas toi. Comme ça, pour cette image là qui reste là, et puis écouter, et puis rester, et puis apprendre, qu'on lâche moins comme ça. Hey, ça y est, non? Ça y est, non? Ça y est. Levez, assise, bois quelque chose. À Paramine, le créole s'est transmis pendant des années naturellement de génération en génération. C'est le cas chez les Félix, une famille dont le patriarche est encore vivant. La joue. La joue? Ouais. 1905. 1905, vous faites? Vous venez après, ça c'est combien l'année? Combien de l'année? Papa, moi, ça couille, 11. Ce grand centenaire fait la fierté de ses 14 enfants, d'une bonne centaine de petits-enfants et de tout le village. Francis Félix est le doyen de Trinidad et Tobago.
Cela lui a d'ailleurs valu l'an dernier la visite du président de la République trinidadienne, avec qui il a dialogué en créole évidemment. Car dans la famille Félix, on parle la langue sans complexe. À présent, on ne peut pas quitter le patois. Et puis, on veut s'y mettre en Waspo. Connaître qui leur apprend. Vous avez mon petit grand chien. On va parler patois déjà. On apprend le patois à présent. Même comme si Jean Trinidad apprend le battre pan. Je prends une pièce livre. Il y a un livre, il n'y a pas encore de livre. Vous passez à connaître ça, vous pouvez jouer. Vous pouvez connaître tout le monde, oui. Mais vous passez à voler ça, ça y est, c'est le barrage, passer à voler à Trinidad, c'est pas. Sur cette terre bien exposée de Paramine, Jenny et son mari bichonnent leurs 1000 pieds de tomates. Cette agricultrice de 62 ans, dont les origines sont en partie vénézuéliennes, a aussi été bercée par le créole. Un héritage qu'elle a tenté de transmettre à ses enfants. Mais comme les tomates, la nouvelle génération a tendance à rougir de cette langue. Yo pas aimé. Les yo sorti, yo pas voulu parler patois. Yo voulu parler anglais et espagnol. Cause yo pas. Oui, yo honte, oui. Mais ça dit ça, oui. C'est pour ça yo pas qu'à parler. Ceux qui parlent encore couramment le créole ont plus de 50 ans. Dans le modeste bourg de Paramine, on peut encore entendre ça et là des échanges, notamment aux abords des commerces de proximité, même si le créole anglais prédomine. Pourtant, Paramine abrite encore des événements étroitement liés à la langue. Le créole est présent dans les rituels comme les veillées ou la liturgie. Chaque année, une messe est même entièrement célébrée en patois. Nous avons dimanche en carnaval. Oui, nous avons toute la messe, c'est patois. C'est patois. Dimanche, oh, belle, belle, chaud, chaud. Les membres de la chorale paroissiale maîtrisent parfaitement le répertoire des chants créoles. Mais ces jeunes femmes reconnaissent ne pas parler la langue, même si elles la comprennent assez bien et l'apprécient. Quand vous chantez en créole, ça vient du cœur. Vous vous sentez différent, ce n'est pas comme chanter en anglais. Vous ressentez quelque chose de plus profond, vous vous sentez beaucoup plus en contact avec Dieu, l'impression que le Seigneur est plus près de vous. Nos parents ne voulaient pas que nous apprenions le créole. Ils pensaient que c'était une sorte de langue du passé pour la nouvelle génération. Mais maintenant, nous en voyons la nécessité. C'est une bonne langue, il faut la maintenir en vie. C'est une bonne culture et c'est essentiel pour notre village, le village de Paramine. Donc, nous essayons de la faire vivre. Michel Jean, le créole à Trinidad et Tobago, pourquoi? Comment c'est arrivé? Je pense que c'est du temps de la colonie était espagnole. Du temps que Trinidad était espagnol à une période et ils avaient demandé aux Français, notamment des colons français sont venus avec leurs esclaves, notamment de Grenade, aussi des Antilles françaises. C'est pour ça qu'il y a ce créole teinté des Antilles françaises qui existe à Trinidad. Et le créole, c'était la langue d'unification de l'île au XVIIIe siècle. Tous les immigrants qui débarquaient à Trinidad, que ce soit les Chinois, les Indiens, les Arabes, tout le monde, les Européens, tout le monde parlait créole. Et même la première grammaire éditée au monde, elle a été éditée dans les années 1860 à Trinidad. Ce reportage illustre la vocation de l'émission, finalement, c'est parler de la vie quotidienne et puis de nos points communs avec nos voisins. C'est un reportage magnifique. Nous l'avons diffusé plusieurs fois et je ne me lasse pas de le regarder à chaque fois. D'abord, il y a un étonnement quand on découvre des gens à Trinidad, pays anglophone par excellence, qui parlent créole et puis on comprend tout ce qu'ils disent en plus. Il y a des mots différents, mais enfin on comprend quand même. C'est vraiment c'est un très très beau reportage. Je dois dire que ça fait partie des moments de plaisir
de cette émission, enfin de participer, de travailler sur cette émission. Moi, c'est ce qui m'a marqué pendant toutes les années que j'y ai passé, c'est qu'à chaque fois, il y avait, en dépit des catastrophes, en dépit de tout ce qu'il y avait de pas bien, c'est le plaisir que j'ai pu prendre à travailler sur Caraïbes, véritablement. Et ça, Marie-Claude, merci, parce que c'est vraiment elle qui était venue me chercher à l'époque où j'étais sur la rédaction générale, comme on dit, la rédaction télé, pour me dire viens sur Caraïbes, et qui a lancé l'émission en Martinique. Et au fur et à mesure, j'ai découvert et apprécié et aimé véritablement cet environnement. Michel, est-ce qu'il y a un sujet délicat à traiter dans le passé qui n'est plus aujourd'hui? Non. Ou inversement? Non, pas vraiment, non. Après tous les sujets, la difficulté aujourd'hui, c'est surtout, il y a des pays où on ne peut plus s'y rendre. Bon, Haïti, c'est compliqué, mais je pense surtout au Venezuela. Aujourd'hui, c'est difficile d'obtenir un visa pour se rendre au Venezuela. Ça fait quasiment 1 an qu'on a sollicité un visa et toujours pas de réponse. Cuba, c'est compliqué aussi. Donc, c'est surtout ça, la difficulté. Cuba, c'est compliqué pour des questions de liaison aérienne aujourd'hui. Maintenant que Cubanin d'Aviation... Oui, les liaisons aériennes. C'est très compliqué. Et moi, j'insiste parce que si nous ne sommes pas là, je ne dis pas que nous sommes indispensables, mais nous faisons partie des médias qui donnent le point de vue. Nous, c'est vu de la région. C'est pas vu de Washington ou de Moscou, de Paris. C'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est de montrer les aspirations des peuples de la région, leurs doutes, leurs questionnements. Surtout dans les périodes de turbulence, comme maintenant, il y a la violence, il y a la drogue, il y a l'immigration, il y a les catastrophes naturelles. Donc, c'est important que nous donnions le ressenti des populations de notre région. Et comment voyez-vous justement l'avenir de Caraïbes? Pardon? Comment voyez-vous l'avenir de Caraïbes? Je le vois radieux, parce que quand je vois les gens qui y travaillent aujourd'hui, ils sont convaincus, ils aiment ce qu'ils font, ils sont convaincus du rôle qu'ils ont à jouer. Parce que dans la coopération nécessaire, et de plus en plus urgente entre nos pays, nos départements et les pays de la région, nous, les médias, nous avons un rôle essentiel. Donc, ça va se faire, l'avenir se fera avec nous vraiment en pole position. Oui, moi je crois qu'on ne pourra pas revenir en arrière. L'actualité Caraïbes sera là, y compris dans les journaux. On ne peut pas regarder que son nombril. Il faut ouvrir les horizons. Il n'y a pas beaucoup d'émissions qui ont 30 ans sur la grille de France Télévisions, puisque Martinique Première est dans le groupe France Télévisions. Je crois que c'est à peu près la seule. Une émission qui reste avec si envoyé longtemps spécial, à l'antenne. peut-être. C'est un signe. On ne peut pas la supprimer. Voilà. Mais ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Marie-Claude Céleste. Merci. C'est l'aventure, Michel Gendre, d'avoir été nos nos invités. Juste merci au public qui nous a soutenus tout le temps. Merci au public. Je ne vais pas oublier ça. De la part de tous mes confrères et consoeurs. Merci. Vous avez joué un grand rôle. Votre intérêt pour l'émission a été déterminant. C'est sûr. Marie-Claude Céleste, Signal Aventure et Michel Gendre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toutes les équipes techniques et aux équipes de journalistes qui ont contribué au succès de Caraïbes. Merci également à l'aéroport international Aimé Césaire d'avoir accueilli ce numéro spécial. Avant de refermer ce chapitre, je vous rappelle la sortie du livre de Marie-Claude Céleste, Itinéraire d'une journaliste antillaise face à la force des préjugés aux éditions Jazor. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Martinique Première. À bientôt.